La suite et la fin avec vos chers invités. Vous êtes toujours dans l'émission Regard croisé. Emmanuel Vivien Tomi est là. Nous avons également Louis Kamako et Dominique Lacmont. On parlait de cette tension entre la République démocratique du Congo et son voisin, le Rwanda. Ce dernier qui parle de violation de son territoire par la RDC. Emmanuel Vivien Tomi, on était avec vous et vous l'aviez dit, vous avez honte. J'ai honte parce que quand les Africains qui constituent en réalité un peuple de dialogue, depuis notre genèse, nos origines, il paraît qu'on est même le berceau de l'humanité, on en vienne à s'entre-déchirer de la sorte, ça me fait honte. Vous savez, quand vous prenez l'avion et vous survolez les pays africains, on dirait des villages collés. Nous sommes un même peuple. C'est juste le colonisateur qui a fait le partage sur papier pour délimiter, pour dire, voilà, telle frontière s'arrête ici, ainsi de suite. Mais nous sommes les mêmes peuples. Prenez le Rwanda, la RD Congo et le Congo-Brazza. L'Angola, ainsi de suite. Vous trouvez les mêmes ethnies un peu partout. Prenez le Togo, le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Vous avez les mêmes ethnies qui se retrouvent dans ces pays. Mais alors, pourquoi on peut suivre le jeu des ennemis? Ça, c'est la première chose. La seconde chose, je dis, aucune violation n'est normale. Quand il y a violation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. On ne doit pas violer. Et la loi dit, nul n'a le droit de se rendre justice. Si tant que la RD Congo a les preuves que le Rwanda est à la base de tous ces malheurs... Elle a brandi beaucoup de choses. Oui, appelle alors, la présentation, par exemple, la République démocratique du Congo... arrêté. La République démocratique du Congo... Mais vous savez, en matière de guerre, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Oui, qui ne sont pas aussi... en matière de guerre, un pays est capable d'acheter des soldats de l'autre pays pour des fins bien visées. En matière de guerre, on peut transformer un originaire d'eux en soldat aussi. Oui. Donc moi, c'est des preuves qui ne sont pas encore suffisantes. Mais tout le monde sait, en se basant sur ce que les Nations Unies disent, qu'il y a un problème. Il y a eu d'autres rapports également. Et d'autres rapports. C'est en cela qu'on pourrait rejoindre Louis quand il parlait de déstabilisation des pays. Comment ça se passe? Quand vous voulez faire un coup d'État dans un autre pays, vous avez besoin du soutien du pays riverain. Une base arrière. D'abord pour former vos soldats, d'abord pour vous équiper, vous préparer et attaquer au moment opportun. Ça, c'était dans les années où, bon, dans les pays, en Côte d'Ivoire, on s'attaquait, la base arrière, c'était pour pouvoir régler les comptes. Mais bon, aujourd'hui, c'est interdit d'ailleurs. Mais ce qui se passe entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, c'est justement le cas, puisque ce n'est pas une guerre directe entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, mais c'est une guerre entre le Congo démocratique et puis des rebelles, mais qui viennent ou qui sont installés, soutenus, armés, entraînés. Parce que quand quelqu'un s'entraîne sur votre territoire, c'est que vous participez à la réussite de son coup. C'est en cela que cette guerre fait honte, parce qu'on a des instances qui peuvent régler ce problème autrement. Au niveau de l'Union africaine, c'était à Lomé, ça a été réaffirmé en 2000, il y a le Conseil de paix de l'Union africaine qui est censé travailler sur toutes ces questions de guerre entre les pays. Mais voyez ce qui se passe entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Survoler le territoire rwandais, ce n'est qu'un coup d'essai. Pour voir. Oui, parce que là, si le Rwanda ne se ressaisissait pas, la République démocratique du Congo fera plus. Et malheureusement, cette guerre, ce n'est pas ceux qui ont voté la guerre, comme Poutine et puis Zelensky en Ukraine, en Russie et en Ukraine. Ce n'est pas ceux qui ont voté la guerre, ceux qui sont les stars de la guerre, les artistes. Vous voyez Zelensky et puis Poutine, les stars de la guerre. Ce n'est pas eux qui meurent,
Ce n'est pas eux qui souffrent. C'est malheureusement la population. C'est malheureusement les soldats qui souffrent, qui meurent. Et cette guerre entre le Rwanda et le Congo démocratique doit cesser. Et je ne comprends pas pourquoi au niveau de l'Union africaine, on ne convoque pas un sommet extraordinaire sur la crise entre le Congo et puis le Rwanda. Je ne comprends pas pourquoi au niveau des Nations... Il y a eu des médiations. Oui, mais ça ne suffit pas. La médiation portée par l'Angola, on peut faire des injonctions. Portée par le Kenya et son ancien président Uhuru Kenyatta, qui ne donne rien finalement. Oui, mais autant au niveau de la CEDEAO, on a fait injonction au Mali de libérer les 46 militaires avant le 1er janvier. Mais au niveau de l'Union africaine, on peut faire injonction au Rwanda de cesser cette pratique-là de soutien au M23 pour déstabiliser carrément le pays par le régime. Le pays, donc, parce que ce sont les citoyens qui meurent. Pour vous, Dominique, c'est cette tension liée à ce groupe rebelle du 23 mars qui crée ces violations de l'espace sahélien. Oui, il n'y a même pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il y a une seule personne qui peut régler cette Paul guerre. Kagame. C'est Paul Kagame. Je vais vous dire, il a parlé tout de suite de l'Érythrée et l'Éthiopie. C'est vrai, j'ai participé à un sommet là-bas à Addis Abeba. Le Premier ministre, son Excellence Abiy Ahmed, avait promis que non, il va faire la paix dans la région. Mais il l'a fait. Il a démontré avec tout l'arsenal que l'Éthiopie pouvait même continuer la guerre. Mais c'est Abiy Ahmed qui s'est dit, qui a allé vers la discussion. Et aujourd'hui, on a quand même de la calmie à cette zone. Si je reviens au niveau de RDC Rwanda, la personne qui peut amener la paix, c'est le président Paul Kagame. Sincèrement, il prend de la hauteur, qui considère l'Afrique, qui ne considère pas seulement le Rwanda comme son pays, qui se considère en tant qu'Africain pour mettre fin à cette guerre. Parce que ce n'est pas seulement les soldats. Malheureusement, la rencontre la population entre civile. Les deux présidents et le président Macron, ça n'a rien donné. Oui, même entre les deux, ça ne donne jamais. Il a été convoqué récemment. Paul Kagame, lui, n'est pas venu. Vous avez parlé des ultimatums. On peut donner des ultimatums. S'il n'y a pas manque, s'il y a toujours manque de volonté, et il n'y a pas une volonté politique, une volonté réelle d'aller vers cette paix, c'est toujours comme ça. On va jouer au dilatoire, comme ça se passe avec le Mali, la Côte d'Ivoire. C'est la même chose aussi que le Paul Kagame a fait de l'autre côté. Ce n'est pas une bonne chose. Et puis moi, ce qui me gêne, c'est qu'au moment où les autres pays africains sont en train de lutter efficacement avec les moyens, des fois pas très lourds, contre le terrorisme, le Rwanda et puis la RD Congo se permettent de faire une guerre inutile. Ça n'a pas de sens. S'ils sont vraiment forts, ils n'ont qu'à venir nous aider ici au Sahel pour qu'on lutte contre le terrorisme, pour chasser un peu les terroristes au Burkina Faso et au Mali. Mais si vous voulez tester vos armes, venez les tester dans les territoires occupés au Mali et au Burkina Faso. Nous sommes africains ou bien finalement chacun défend sa case. Et si ça ne suffit pas, il faut aller en Afghanistan ou bien en Ukraine carrément. Mais se mettre à encore faire une guerre inutile qui va faire des pertes en vies humaines et puis des dégâts matériels, et après solliciter encore de l'aide de FMI, Banque mondiale, pour reconstruire, je crois que c'est grave. Et quand on est africain, on sait ce qu'on a dans notre sous-sol, il faut faire attention pour qu'il n'y ait pas de conflits. Parce que quand vous mettez les conflits dans ces zones-là, il y a d'autres qui sont là et qui en profitent et qui tirent tout, qui partent avec nos richesses. Et le jour où vous allez vous réveiller, ce serait trop tard, malheureusement. Allez, on termine comme d'usage par le Togo. Au Togo, le taux d'inflation calculé sur la base des indices moyens des 12 derniers mois au niveau national, selon une note de l'Institut national de statistique et des études économiques et démographiques. Ce taux est de 7,2%. Alors, Louis Kamako, on commence par vous. Est-ce qu'on a pu limiter les dégâts au Togo durant l'année qui est en train de s'achever? Je vais répondre tout de suite de go par la négation, parce que les dégâts n'ont pas été limités selon moi. Malgré les mesures qui ont été prises vous avez évoqué au sommet de l'État.
Vous avez évoqué un taux d'inflation de 7,2%. Oui, surtout on l'a remarqué en octobre. Ça peut peut-être diminuer. C'est énorme. Oui, malheureusement que ces derniers temps, l'Institut national des statistiques et des études démographiques et économiques n'a pas fait sortir de chiffres dans le domaine. Mais je pense que 7,2 comparé au dernier chiffre que nous avons, c'était 6,9. Je pense que le fossé n'est pas aussi trop grand. Donc, si on veut avoir le dernier taux ou bien le taux de décembre, ça va osciller justement entre 6 et 7. Et c'est beaucoup de choses pour un pays comme le Togo. Et donc, quand vous voyez ce qui est dit par l'institut justement qui s'occupe de ces chiffres-là, c'est qu'il y a eu une hausse des prix de première nécessité. On parle du prix du transport de logement qui ont connu une augmentation de 4,1%. C'est énorme. Et on l'a vu ces derniers temps qu'on a augmenté les prix des produits de première... en fait, des produits, on a augmenté le prix des produits pétroliers. Vous voulez dire quoi? Que les efforts sont faits, mais on ne ressent pas cela? Oui, des efforts sont faits. Les mesures ont été prises, comme je l'ai dit, au plus haut sommet de l'État. Oui, si cela, en fait, je voudrais que cela se sente dans le quotidien des Togolais. Que cela se sente dans le quotidien des Togolais aujourd'hui, j'aurais aimé que les Togolais se satisfont, ou bien que les Togolais nous disent aujourd'hui qu'ils ont de la facilité à joindre les deux bouts, qu'ils ont de la facilité à s'offrir 2 repas, au moins 2 repas qualitatifs par jour. Donc, du moment où ce n'est pas fait, du moment où des Togolais éprouvent encore des difficultés à payer des loyers, du moment où des Togolais éprouvent encore des difficultés à s'offrir des soins de qualité dans les hôpitaux, je pense que les dégâts n'ont pas été limités. Vous avez vu, je l'ai toujours dit, le Togo, généralement, on a de très bons tests, mais c'est dans l'application qu'on faille. On a suivi le gouvernement qui, justement, avait cette volonté-là d'harmoniser. Vous avez remarqué cette volonté? Oui, c'est une volonté. C'est une volonté. Donc, on a voulu harmoniser les prix des logements et tout. C'est un décret, ou bien ça a été décidé en conseil des ministres. Ça fait bientôt... Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'avancée? Il n'y a pas d'avancée parce que jusque-là, les gens continuent par fixer les prix de logement selon leur propre gré. Et donc, ça veut dire que... C'est vrai que ce n'est pas effectif, mais il y a un début d'application. Il faut reconnaître qu'il y a une amélioration. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Début d'application à quel niveau? Il y a une amélioration aujourd'hui. Les gens parlent d'une façon générale, on n'exige plus 1 an, 3 ans. Aujourd'hui, la caution, c'est toujours 12 mois. Non, 12 mois. Non, mais Michel, tu as l'habitude de prendre des gens de l'immobilier, tu as l'habitude de prendre des urbanistes, tu as l'habitude de prendre, en fait, des gens que je leur pose la question. Posez-leur la question. Vous aurez, c'est-à-dire la réalité est là. Non, nous avons essayé, un travail justement dans ce sens-là. Qu'est-ce qui manque selon vous? Le suivi? Le suivi, la volonté affichée. Le suivi et puis la rigueur de l'État. C'est-à-dire qu'il faut quand même à un moment donné la parole de l'État soit respectée. Il faut que quand l'État dise quelque chose, que ça soit respecté. Il faut que l'État pèse justement dans la balance. Il ne suffit pas aujourd'hui de prendre des décisions, et puis après, on donne l'impression de les oublier. Sur ces questions-là, j'aurais aimé qu'on revienne là-dessus. Je le dis parce qu'on a dit que les prix des transports ont augmenté, juste parce que l'essence ou bien les prix de produits pétroliers ont flambé à un moment donné. Aujourd'hui, quand vous allez, peut-être vous prenez la route, il y a la création des postes de péage un peu partout. Je ne suis pas contre le civisme fiscal. Mais je pense que quand les citoyens paient les impôts, il faut que cela leur profite. Vous prenez par exemple une route, vous allez à Lomé-Tabigbo, vous êtes obligé de payer à 2 postes de péage. Vous payez au poste de péage de Davier et bientôt il y a un nouveau poste de péage en construction. Peut-être que l'argent peut contribuer à quelque chose. Je vois. Est-ce qu'on prend de l'argent aussi au nouveau poste en construction? Non, bientôt, dès que le poste sera inauguré. En principe, si on change de poste de péage, on ne peut pas prendre de l'argent aux 2 postes. Lui, il parle de construction de deuxième poste, c'est ça, non? Deuxième poste, quand vous ne prenez pas la route est Lomé-Tabligbo, c'est de ça. Oui, mais ce n'est pas encore effectif parce que je n'ai pas fait la voie ces derniers temps. Mais ce serait effectif puisque le projet. Et si c'est effectif, ça veut dire que l'ancien poste sera enlevé. Attendez pour que je finisse d'abord. Donc, tout ça, je pense que c'est des choses en réalité qui compliquent la vie des Togolais.
il y a l'argent dans ce pays, moi je l'ai toujours dit, mais le problème c'est que l'argent ne circule pas. Il est à quel niveau? L'argent ne circule pas, c'est entre peut-être ceux qui ont la possibilité de le gérer et ils ne le font pas sortir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui... Louis, tout le monde a la possibilité de gérer l'argent. C'est ce qui fait qu'on a du mal à joindre les deux bouts. Louis, si on te donne même 30 milliards là-bas, tu vas gérer. Cette histoire d'inflation, si je veux aller trop loin, ça va faire des dégâts. Alors, ce que lui dit, on peut remarquer cela. La volonté, elle est affichée par les gouvernants. On a pris des décisions au plus haut sommet de l'État, mais au niveau des marchés, à tous les niveaux, est-ce qu'il y a du suivi? Parce que ça aussi, ça manque. Moi, ce qui me réjouit, c'est d'abord que c'est le gouvernement lui-même qui a annoncé à la fin d'un conseil de ministres être en train de suivre de près l'inflation. Parce que, vous savez, gouverner, c'est prévoir. Déjà, quelques mois avant même le vote du budget, le gouvernement avait eu à se prononcer sur la question de l'inflation et revenant à certains aspects précis. Le prix du transport, par exemple. Au début, au Togo, on avait opté pour la subvention, mais après, le gouvernement était obligé de dire nous allons suivre la vérité des prix. La vérité des prix, c'est que quand au niveau international, le prix baisse pour le pétrole, le prix va baisser également sur le marché. Et si ça s'augmente, ça va s'augmenter. Mais ça ne veut pas dire que la subvention de l'État est annulée, non. La subvention est maintenue, mais l'État ne peut plus faire plus, selon les explications techniques. Sur la question de péage, précisément, d'abord, d'une façon générale, si vous voyez le budget de cette année, le budget qui a été voté par l'Assemblée nationale est consacré à plus de 49% au social, 17% pour le fonctionnement et plus de 30% pour les investissements. Alors, c'est dire qu'au niveau social, le gouvernement tient quand même à ce qu'il y ait une amélioration. Et il y a une amélioration qui est constatée à certains niveaux. Mais peut-être qu'en tant que citoyens, nous en voulons encore plus. Parlons de la... Donc pour vous, il y a eu des avancées. Il y a des avancées, mais il faut encore plus d'efforts. Vous voyez que le gouvernement a subventionné, par exemple, les taxes dans les marchés, ce qui fait que les mairies, présentement, ne perçoivent pas les taxes directes auprès des bonnes femmes qui vendent à des mains, Boma et autres. Bon, c'est vrai que c'est pour un temps, mais ça permet quand même aux citoyens, à nos dames, à nos sœurs et nos mères qui sont dans les marchés, de quand même s'en sortir un peu. La question de péage a été évoquée tout à l'heure par Louis. Je voudrais que ça soit clair. Prenons le cas de la route Lomé-Palimé. Il y a un péage qui se trouve juste à la frontière entre la préfecture de l'Avé et puis la commune d'Agogne-Ivé-5-Zanguera. Le péage là est en déplacement. Et donc, il y a un autre péage en construction peu avant d'entrer dans la ville de Akepe. Quand ce péage sera opérationnel, on va abandonner l'ancien péage automatiquement. Et donc, il y a contournement au niveau de celui qui est créé. Donc, on ne peut pas payer là-bas. On ne peut pas payer. Ce qui fait que sur tout l'ensemble du territoire togolais, si des citoyens constatent qu'on est en train de déplacer un péage et on demande de payer aux deux endroits, il faudra le signaler rapidement. Déjà, les médias sont là. Si nous, on écoute ça, s'il le faut, on appelle... Donc, vous rassurez, peut-être qu'on va effacer le deuxième. Peut-être qu'on me dira que ce sont des... Non, alors c'est ce que je dis. Moi, en toute franchise, ça fait longtemps que je n'ai pas été sur la route de Tabligo. Si Louis me confirme qu'on prend de l'argent aux deux péages à moins de 30 km... De distance, il faudrait qu'on s'adresse au ministre pour qu'il nous explique. Peut-être aussi, si vous prenez la voie toujours de Lomé-Palimé, vous voyez qu'il y a le grand contournement, ou la voie de CEDEAO, comme on l'appelle, cette voie de CEDEAO qui va nous permettre d'avoir quand même un flux international. Mettre un péage sur cette voie s'impose.
Ce qui fait que si vous prenez la voie du contournement, vous payez une fois, en principe. Si vous ne prenez pas la voie du contournement, vous prenez la voie de Akepe Zanguera, vous devez payer aussi une seule fois. Mais s'il se retrouve qu'il y ait 2 péages et pas trop distancés, c'est aux citoyens eux-mêmes de signaler. Aujourd'hui, on va prier que le gouvernement et puis demander aussi au Parlement de faire son travail de contrôle des actions du gouvernement. Et on va veiller à ce que ce qui est dit soit respecté. Vous voyez, il y a un sujet qui me gêne un peu, c'est la question des pistes dont on a parlé. On a dit que sur l'ensemble du territoire, il y a un programme depuis 5 ans qui consiste à faire au moins 50 km de pistes au niveau rural. Mais quel est le suivi qu'on en fait et quel ça bilan revient chaque fois, le suivi. Vous aussi, vous en c'est important que les citoyens, en commençant par nos élus qui sont au Parlement, qu'on interpelle les ministres concernés pour nous en parler. On a un ministre chargé du désenclavement qui doit faire un bilan pour nous dire voilà ce qui est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ce taux d'inflation? On est à quelques heures, une journée et puis quelques heures de 2023. C'est sûr qu'on va rentrer dedans comme ça. Mais oui, pour me prononcer là-dessus, il faut aussi reconnaître que l'inflation n'est pas togolaise. L'inflation, c'est d'une manière générale. Oui, c'est mondial. Dû à l'avènement d'abord de la crise sanitaire. Le Togo fait plus que le Ghana. Après, c'est la bataille entre Zelensky et Vladimir Poutine. Les stades de guerre. Donc, ça fait que les choses ont flambé un peu partout. Les barils, le prix des barils a augmenté. Donc, et à tous les pays, il y a eu quand même comme le prix des barils a augmenté, qui est le moteur des transports de tous les produits. Ça veut dire qu'il y a eu quand même une augmentation des prix de tous les produits, surtout les nécessités. Donc ça n'a pas épargné notre pays. Maintenant, aujourd'hui, peindre tout en noir, dire que... il y a eu des avancées, vous le dites. Il n'y a rien du tout, je ne suis pas d'accord. Il n'a pas dit ça. Il dit que les décisions, la volonté affichée... Personne n'a dit que tout est noir. Oui, il dit qu'on n'a rien senti du tout, mais c'est trop dit qu'on a rien... Il y a eu des améliorations, mais on veut encore plus. Voilà. Donc, il y a eu les 10 mesures du chef de l'État. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a eu quand même des mesures salutaires. Il y a des mesures salutaires, même si il reste à faire. Donc, c'est dans tous les secteurs. Ce n'est pas seulement à un niveau qu'il faut dire à l'État de se préoccuper. Hier même, je me suis débattu avec quelqu'un qui disait que c'était un étranger, disait que le Togo, c'est un pays dont le SMIC est à 35 000. Lui, là, il ne voit rien. Et ils ont un SMIC à 75 000 maintenant. Maintenant, je l'ai demandé avec 175 000, quel est le prix d'une pièce à Abidjan. Il me parle de 50, 65, 80 000. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on ne relève pas le SMIC. Non, je reviens. On ne va pas se comparer. Moi, je gagne 35 000 au Togo, mais j'ai une pièce avec 10 000, j'ai une pièce que je peux louer. C'est rare maintenant. C'est un exemple que je l'ai donné. Mais ça, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas seulement nous devons regarder nos salaires et tout. C'est le Togo, le gouvernement essaie quand même d'injecter un peu partout. Ça fait que voilà, qu'on ne ressent pas Dominique, ça mais directement. Nous devons nous comparer aux pays qui nous dépassent et faire mieux que ces pays. Oui. Je pense que c'est important. Le Togo fait des efforts. Le Togo fait des efforts, mais il faut faire mieux. Le Togo fait des efforts, mais ce que nous devons comprendre, nous ne devons pas regarder seulement nos voisins. C'est-à-dire que, non, directement nous, c'est-à-dire notre personne, mais il faut regarder aussi autour de nous. On peut même, en tant que fonctionnaire, doubler les salaires tout de suite. Et si je dois acheter un bol de maïs à 2000, ça ne change rien. Je demanderai toujours au gouvernement d'augmenter mon salaire. De tripler maintenant. De tripler même, au lieu de lui demander d'aller subventionner les engrais pour que les produits qui nous sont très quotidiens puissent être au moins de coût. Mais le gouvernement peut faire les deux. Au même moment qu'on relève le SMIC, on peut aussi accélérer la production agricole. On doit demander au gouvernement d'injecter dans tous les secteurs pour que ça nous facilite la vie très possible, mais les encourager parce que l'essentiel, tout ce qu'ils sont en train de mener. Quand on parle que les gens, c'est seulement un poignet de gens
qui gèrent des milliards. Mais arrêtez de dire ça. Hein. Moi, c'est des gens la qui... La question de minorité, c'est le chef de l'État qui en a non, parlé. Pas du tout. C'est le chef de l'État qui a parlé de minorité, si c'est de ça que tu veux parler. Non, vous n'avez pas compris le sens de ce que le chef de l'État dit. Ce qu'il a dit, ce n'est pas une réalité. Non, ça. Quand vous dites ça, ce n'est pas une minorité. Il faut voir tous ceux-là. Tout le monde gagne de l'argent. Le discours là du chef de l'État, c'était dans un contexte donné. Mais il ne faut pas nier. Il a dit. Mais j'ai dit. Il a dit et il en assume la responsabilité. Entendre et comprendre, c'est différent des choses. Entendre et comprendre. Non, tu ne peux pas nous expliquer le discours du chef de l'État. Non, il n'a pas dit ça. Si tu nous dis de placer le discours dans son contexte, d'accord, mais il a dit quand même. On aura le temps de faire les bilans. À faire mieux, mais pas seulement. On a encore 2 minutes. On doit présenter dans tous les secteurs. On aura le temps. On aura le temps de faire les bilans en 2023. On a encore 2 minutes. On va en 2023. On va partager cela. Oui, lui, on commence par vous. 30 secondes, s'il vous plaît. Pour présenter vos vœux. Je souhaite une bonne, heureuse année à toute ma famille. Je le dis bien, ma famille, parce qu'elle a été d'un poids pour moi. Elle m'a soutenu beaucoup durant cette année. Je pense qu'elle mérite justement un coucou spécial. Coucou spécial à toute la famille. Vous avez été là pour moi. Je ne vous oublie pas. Je souhaite également une bonne, heureuse année à Madame Kouao Zoti Aimba. Et donc... bonne année également à toi, parce que durant toute l'année, on était là et on a partagé nos peines et nos joies. Ouais. J'espère vous retrouver tous en 2023. Merci. Et la famille New World, vous l'avez oublié, mais bon, on est toujours là. Doyen, 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, d'abord, mes meilleurs voeux à tous les Togolais qui sont sur le sol togolais et qui vivent à l'étranger, à tous les militaires, tous les soldats qui sont au front. Qui défendent notre patrie. Bon, c'est spécial. Également au gouvernement, puis au Parlement, et tous les juges et magistrats. Je salue également les journalistes qui font un travail difficile, avec des fois des moyens très, très limités. Et je salue aussi les femmes et les jeunes du Togo qui se battent des fois contre la misère. Je ne peux pas passer sous silence ma famille, comme l'a dit. Et moi, ma famille, c'est tous ceux qui me sont chers, la famille professionnelle, la famille politique, la famille biologique également. Et je remercie du fond du cœur tous ceux qui m'ont soutenu pendant les épreuves difficiles que j'ai eues cette année, notamment la mort de ma fille Nadège Viviane Tomi, que Dieu même... les remercier et leur rendre au centuple et que nous entrions dans une nouvelle année sans aucune mauvaise nouvelle et que Dieu nous protège. Dominique? Oui, mes voeux très sincères à tout le peuple togolais et également à ma famille. Je présente les voeux de santé à un grand frère qui est pour moi, c'est à cause de son jeune âge, j'allais dire mon papa, et qui m'inculque les notions de certaines valeurs de la vie que j'apprends de lui. C'est M. Alanja Jacques Sampo que je salue. Vraiment que Dieu lui bénisse de tout ce qu'il fait pour moi et que cette nouvelle année soit meilleure pour lui. Merci. Merci à vous tous, Louis Kamako, merci à vous. Merci également au doyen Emmanuel Vivien Tomi, Dominique Lacmont Infini, merci à vous. On dit également merci à nos chers amis. On se retrouve en 2023. À très bientôt. Merci pour les soutiens tous azimuts. C'est un plaisir.